Bienvenue sur Le Fil, le podcast des formatrices et des pros de l'accompagnement qui veulent construire un vrai business. Un business qui attire, qui transforme et surtout qui rapporte. Tu es une vraie badass et tu as un talent fou pour transformer la vie de tes clients. Mais côté business, tes résultats ne sont pas encore tels que tu pouvais les imaginer. Bref, tu veux plus de clients, plus d'argent et accessoirement plus de liberté dans ton activité ? Bouge pas, tu es au bon endroit. Moi, c'est Céline Pinto, je suis mentor business des formatrices, coachs et pros de l'accompagnement depuis 2020. Ici, je te partage chaque semaine des stratégies concrètes, des clés activables et surtout de la clarté. Sur Le Fil, tu vas découvrir qu'il existe une autre façon de vendre tes accompagnements. Tu vas apprendre à vendre ta valeur et pas juste ton temps. Tu vas structurer ton activité pour avoir plus de clients, plus de revenus, plus de liberté. Bref, sur Le Fil, je te bouscule, je te fais réfléchir, je te fais passer à l'action. Je suis perchée et stratégique. Et ici, on a le droit d'être les deux. Si tu veux reprendre le pouvoir sur ton business, te sentir puissante, souveraine, alignée et enfin assumer ton expansion, accroche ta couronne, on commence maintenant. Hello et bienvenue sur Le Fil, le podcast des expertes qui choisissent d'abord la liberté pour leur activité. Et si en 2025, t'as pas un personal branding puissant, t'as raté ta vie, comme dirait l'autre. Je crois qu'en 2025, ton expertise seule ne suffit pas. Si tu veux développer ton business, sortir du lot, être choisi, tu dois absolument cultiver ce qu'on appelle ta marque personnelle. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir la queen du personal branding et du storytelling. J'ai nommé Jasmine Twitou. Salut Jasmine, comment tu vas? Hello Céline, ça va et toi? Ben, ça va super. Je te cache pas que je suis stressée ce matin de te recevoir. Tu fais vraiment partie des personnes que j'avais hyper envie d'avoir dans le podcast, donc je me mets bien la pression. Donc merci d'avoir accepté mon invitation. Je te laisse te présenter pour les gens qui ne me connaissent pas. Alors déjà, merci de m'avoir invitée et puis il n'y a pas de quoi être stressé, tu vas voir. On est très très chill. Moi, c'est Jasmine Twitou, j'ai 30 ans, je suis lyonnaise et je suis business designer. Donc vraiment, je m'occupe de designer les business, de les redesigner, de vérifier qu'ils soient viables et de faire en sorte qu'ils soient viables depuis 5 ans avec une approche, comme tu l'as dit, très marketing émotionnel. Et donc storytelling, copywriting et personal branding. On va voir, on va définir tous ces termes qui terminent par ing et qui veulent peut-être rien dire pour les personnes qui nous écoutent là maintenant tout de suite. Mais vous inquiétez pas, à la fin, ce sera très clair. Enfin, j'ose l'espérer. Et donc, en fait, je fais ça depuis 5 ans, après avoir fait des études en littérature et en marketing et management. Euh, je me suis lancée dans ça et j'aide les entreprises et notamment les entrepreneuses parce que je travaille avec des femmes et ou des minorités de genre à développer des stratégies pour se rendre visibles, pour tester le marché, tester leurs produits auprès du marché et surtout vivre de leur activité, donc vendre leurs produits grâce aux réseaux sociaux, à l'emailing et à tout ce qui est marketing digital. Ouais. Yes, parfait. Alors moi, j'ai tout compris ce que tu as dit. Mmh. Et c'est clair que copywriting, personal branding, storytelling, en plus, moi, je viens de Toulouse, alors avec l'accent, ça fait encore plus... Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est notamment le personal branding, en français, marque personnelle? Alors, donc, effectivement, je vais commencer par quel terme? J'ai commencé par le copywriting, comme ça se sera fait. Le copywriting, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est de l'écriture de vente. En fait, on pourrait plutôt appeler ça l'écriture de persuasion. En fait, par facilité, aux USA, c'est de l'écriture de vente. Le truc, c'est que moi, je n'utilise pas forcément écriture de vente parce que je peux utiliser du copywriting pour te demander de liker, de commenter ou de m'acheter une baguette. Et donc, à la fin, je ne vais rien te vendre. De m'acheter une baguette, pour moi, pour la maison, c'est pas moi qui vais te la vendre, imaginons. Donc, c'est plutôt des techniques de psychologie sociale qu'on va utiliser pour pousser la personne à passer à l'action. Donc ça, c'est le copywriting.
Donc, effectivement, c'est tout ce que vous allez voir dans certains posts lorsqu'on vous fait passer à l'action. C'est tout ce que vous allez voir aussi dans certaines pages de vente, enfin, dans toutes les pages de vente normalement. C'est aussi ce que vous voyez en publicité, à la télévision, parce que ça a d'abord été scripté. Et c'est ce que vous voyez aussi dans des réels, dans des TikTok, etc. Parce que même si c'est filmé, effectivement, à la base, c'est un script. Alors moi, je ne scripte pas mes vidéos, mais je sais qu'il y a des personnes qui les scriptent, et notamment, même s'ils ne le savent pas, ils utilisent le copywriting. Le copywriting, ça, c'est défini, OK. Ensuite, tu as le storytelling. Donc, le storytelling, en français, ça veut dire le fait de conter une histoire. Tu me diras si tu veux que je revienne aux origines, mais là, aujourd'hui, le storytelling, on l'utilise en market, mais ça existe depuis la nuit des temps, avant même l'invention de l'écriture, avant même la parole, etc. Parce qu'on a toujours raconté des histoires, que ce soit par le dessin dans les grottes, ou les troubadours et les trouvères qui passaient de village en village pour raconter des histoires. Le but étant de créer de l'émotion, parce que le cerveau retient 22 fois mieux une histoire, un fait ancré, enfin, un fait qui est intégré à une histoire qu'un fait tout seul. C'est-à-dire, si je te donne un chiffre comme ça, from scratch, VS, si je te l'intègre dans une histoire, eh bien, tu vas 22 fois mieux le retenir. Donc, le storytelling, si vous voulez, c'est comment on fait pour faire passer les faits factuels du côté des histoires, et donc de créer de l'émotion pour pouvoir marquer, passer à l'action, créer une connexion émotionnelle avec les gens. Par définition, même s'il y a peu de personnes qui le disent, le storytelling fait partie du copywriting. Je répète, le storytelling fait partie du copywriting. C'est une des stratégies d'écriture, de persuasion. Donc ça, c'est voilà, tout ce qui va, c'est la base du côté de l'écriture, du côté voilà, de la mise en place, ce que vous allez pouvoir nommer comme vous allez pouvoir dire je fais du storytelling, je fais du copywriting. Par contre, vous n'allez pas pouvoir dire je fais du personal branding, parce que le personal branding, c'est votre, tu l'as dit Céline, c'est la marque personnelle. Pareil, là, on l'utilise beaucoup en market. Le personal branding, ça a été théorisé avant toutes ces histoires-là de marketing. Tu as déjà Goffman qui en parle, tu as Guy Debord qui en parle, et tu as Ricoeur qui en parle aussi. Donc ça, c'est des théoriciens qui n'ont rien à voir avec la choucroute du marketing. Et ce qu'ils expliquent, grosso merdo, parce que voilà, on ne va pas faire toute la théorie de la société du spectacle, ce qu'ils expliquent, c'est que quand on se présente à quelqu'un, on est dans une performance parce qu'on vit dans une société, notamment dans une société du spectacle. Et donc, on décide de montrer certaines choses à des personnes et d'en cacher d'autres à d'autres. Ça ne veut pas dire qu'on est hypocrite ou quoi que ce soit, ça veut juste dire qu'on choisit un angle pour être vu, d'accord ? Tu vas pas être la même personne devant ton mec que devant tes clients, que devant tes enfants. Et c'est normal, ça respecte les règles de la bienséance, et c'est normal et c'est rassurant. Si c'est le contraire, et d'ailleurs, c'est là que tu as des personnes qu'on dit qui sont inadaptées, qu'elles ne savent pas faire. Moi, la première, il y a des fois, je suis inadaptée parce que on ne va pas respecter ces règles-là. Mais naturellement, on les respecte parce qu'on a été codé, parce qu'on vit dans une société. C'est normal. Et donc, le personal branding, c'est un peu cette idée-là, mais au service de ton entreprise. C'est qu'est-ce que je vais montrer de moi. Donc, ça marche. Alors, le personal branding, ça marche quand tu as une marque. Donc, ça peut être une marque, mais qui n'est pas toi. Imaginons, je suis Jasmine Twitou et à côté, j'ai une agence de communication qui s'appelle Bad Girl Agency, j'en sais rien. Donc, je vais avoir mon personal branding en tant que Jasmine Twitou, parce que je veux être reconnue comme une entrepreneuse et je ne veux pas que être reconnue comme la fondatrice de Bad Girl Agency, imaginons. Puis après, je vais avoir aussi le storytelling de ma marque, d'accord ? Ce qui est important pour moi, c'est qu'on comprenne bien qu'il y a des entrepreneurs qui n'ont pas de personal branding parce qu'ils ne veulent pas. Notamment, il y a un entrepreneur, là, c'est un facho, j'ai vu il n'y a pas longtemps, Céline qui dit Excellent. non, mais lui, on le voit pas. Enfin, sur LinkedIn, on voit qu'il a créé des entreprises, etc. D'ailleurs, il a plusieurs boîtes encore aujourd'hui. Ah, il a la boîte là pour faire du vélo à Paris. Je me rappelle plus. Une boîte un peu. C'est toutes les CSP+ qui vont là-bas qui fait du vélo. Ah, Dynamo. Dynamo. Bon, je te redonnerai le terme. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Ben, tu vois, lui, il n'a pas vraiment de personal branding. Il est plutôt en fond. On ne le voit pas. Il ne parle jamais de lui, sauf sur LinkedIn un petit peu parce que c'est un millionnaire qui fait des investissements. Mais sinon, il ne va pas mettre en avant son personal branding dans ses boîtes. Parce qu'il tient des propos du genre il faut refaire des enfants de souche européenne. Donc, c'est vrai que peut-être que lui-même, il a compris que ce n'était pas la bonne strate. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux avoir un personal branding parce que ta marque, c'est toi, genre Céline, parce que tu es
tu es solopreneur, donc ta marque, c'est toi. Donc, pour te différencier de la concurrence, etc., tu vas créer toute une marque autour de Céline. Mais tu peux aussi avoir, et ça, on me le demande souvent, notamment quand je travaille avec des personnes qui ont des grosses boîtes ou même des PME ou des startups, tu peux avoir un personal branding d'entrepreneuse pour te différencier de ta marque. Je vais pas citer mes clients, mais par exemple, moi, j'ai déjà eu des clients, et je n'ai pas demandé, donc je ne vais pas les citer, qui ont des grosses boîtes, qui sont connus comme étant le fondateur ou la fondatrice de cette grosse boîte, mais qui ne veulent plus être attachés qu'à cette boîte. Donc, ils vont se créer toute une marque personnelle en me disant, parce qu'en fait, moi, Jasmine, demain, je veux que si je lance autre chose, eh ben, on me suive pour ce que je suis. Je veux demain être reconnue comme une entrepreneuse ou comme une entrepreneur et pas que comme la fondatrice de X parce que je veux déjà que la boîte gagne en indépendance. Parfois, ça rentre dans une stratégie d'achat-revente. Je veux que la boîte gagne en indépendance et je veux aussi, moi, être vue comme une entrepreneuse enthousiaste ou comme une, je sais pas, investisseuse, etc. Et donc, je veux gagner en marque personnelle, je veux gagner en identité. Donc, la marque personnelle, c'est comment toi, tu es vue. Mais Ouais. c'est aussi, en fait, si on devait définir, c'est mettre au centre de ta valorisation personnelle et professionnelle, et là, on va plutôt parler de professionnel, des atouts et des différenciations. Donc, ça demande un travail d'introspection et ensuite, ça demande un travail de stratégie pour savoir qu'est-ce que j'expose. Parce que, bon, tu ne me poses pas de questions, mais là, tu sais, je suis en tunnel. Mais parce qu'en fait, il y a Ah des non, gens... mais là, je bois tes paroles. J'ai envie de te dire plein de trucs, mais je veux pas te couper. Donc, vas-y, continue. Non, mais parce qu'il y a des personnes qui pensent que parce qu'elles sont sur les réseaux sociaux, elles ont un personal branding. C'est pas parce que c'est pas je suis, enfin j'existe donc je suis donc j'ai, etc. Moi je dis toujours qu'il faut que ça soit un minimum travaillé parce que déjà l'humain déteste le vide. Donc si toi tu fais pas un truc très clair en termes de personal branding sur ta stratégie, etc. Les gens ils vont combler. Donc les gens ils vont pas se dire ah je ne sais pas ce qu'elle pense ou ah je ne sais pas qui elle est. Ils vont se dire je n'ai pas vu sa prise de position, mais parce qu'elle n'a pas pris position, parce qu'elle n'a pas dit ça, je pense qu'elle est. Donc, en fait, il faut toujours savoir que dans la communication, entre l'émetteur et le récepteur, il y a tout le message, mais il y a aussi le fait que ça sorte de toi, donc ça sorte de ton univers pour aller au contact de l'univers de l'autre. Donc, dans l'idée, il faut avoir un personal branding très, très travaillé, parce que même si tu as travaillé ton personal branding à 100%, tu es sûr qu'entre le moment où tu vas sortir, enfin, où le message va te quitter pour aller, pour aller au contact de l'autre, il va être déformé à au moins 30%. Ouais, carrément. Donc, tout ça pour te dire que ça se travaille de manière stratégique, que ça passe effectivement, donc là les gens vont dire, ça passe par ta tonalité, ça passe par ton storytelling. Gros Ouais. point sur ça. Pour avoir un personal branding, j'ai besoin d'un storytelling. Parce que moi, là, je cite Camus, L'étranger, par exemple. On ne peut pas avoir une marque personnelle, on ne peut pas être reconnu comme une personne à part entière si on n'a pas d'histoire, si on ne sait pas d'où on vient. Ouais. Donc, pour avoir un personal branding, j'ai besoin d'un storytelling. Par contre, attention, je peux faire du storytelling sans avoir de personal branding. Je peux faire du storytelling sur une marque, je peux faire du storytelling sur un produit, je peux faire du storytelling sur mes clients. Donc, ça me paraissait important de, 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 de reposer ça. Et désolée, j'ai la pensée en arborescence, donc je vais dans tous les sens, donc je vais te laisser me poser tes Il y a questions. pas de souci. En fait, je vais revenir sur pas mal de trucs que tu dis. Je trouve que les solopreneurs ou les indépendants qui s'installent, qui connaissent rien en marketing, en com, ils font cette erreur-là. Ils disent, ouais, moi, j'ai besoin de déposer ma marque à l'INPI. Il me faut mon logo, il me faut mon site internet, etc. Alors qu'en fait, la clé, c'est vraiment pas ça. Et c'est la communication de marque. C'est ton territoire de marque. Mais toi, si tu es indépendant tout seul, tu es d'abord une personne qui entreprend et même si tu n'as pas d'offre, même si tu n'as rien à vendre, en fait, tu peux travailler ton personal branding, ce que tu es, qui tu es, parce que dans ton business, surtout quand tu es tout seul, c'est pas un produit ou une offre ou une marque qu'on va acheter, c'est toi. On va venir bosser pour toi. On va le voir dans la deuxième partie. Les gens, quand ils te choisissent toi, ils savent pourquoi ils te choisissent, Jasmine. Euh, et en fait, c'est vraiment ça qui est important, je trouve, de savoir. Le copywriting, donc tu l'as dit juste, je reformule, mais c'est trop bien comme tu l'as expliqué. C'est l'art de persuader les gens de faire une action. Le storytelling, c'est l'art de rajouter des émotions là-dedans. Et en fait, le personal branding, c'est un petit peu la mayonnaise qui fait tenir tout ça parce que sans avoir une marque personnelle puissante, t'as rien à raconter. Et, et du coup, ça fait flop, quoi, en fait. C'est un petit peu ça. Moi, je suis un peu droite au but.
Ouais, oui, oui, c'est relativement ça. C'est relativement ça. Euh, le storytelling, c'est vraiment l'idée de utiliser des leviers qui tiennent de la rédaction d'histoire, Mm. de la fiction, sur de la réalité matérielle, et donc de transformer des faits en émotion. Pour revenir en émotion, pardon, la liaison est importante. Pour revenir un petit peu sur ce que tu as dit, quand tu as dit, ouais, il y a des personnes qui pensent, et tu as raison sur ça, qui pensent que il faut avoir un produit à vendre tout de suite avant de parler de soi. C'est faux. C'est matériellement faux et notamment, alors, à l'ère du digital, c'est archi faux. À l'ère des produits physiques, peut-être un peu plus parce que t'es qui, toi? Enfin, à l'époque, voilà, si tu t'exposes dans la rue comme ça sans avoir rien à vendre, on ne sait pas trop. Enfin, maintenant, on est sur le digital, on est sur Internet. Dis-moi. Ouais, après, quand tu vois par exemple les influenceuses, Lena Mafouf ou même Margot C'est ça que Cunego j'allais qui dire. sortent, ouais, bah vas-y, En qui fait, c'est sortent ça que leurs j'allais dire. produits. En fait, c'est ça que j'allais dire. Alors, Margot Cunego, c'est différent parce qu'elle est entrepreneuse et je vais la Ouais, mettre de côté comme je mets de côté, par exemple, si tu m'écoutes, je t'aime, ne l'oublie jamais. Une Kelly Massol, peut-être qu'elle t'écoute. ouais, Putain, ça yes. serait incroyable. Je t'aime. Je pense pas qu'elle va écouter. Appelle-moi. Si elle écoute, je serais trop contente. Mais je vais les mettre de côté, Margot Cunego et encore Kelly Massol, je vais les mettre de côté parce que c'est autre chose. Parce que, par exemple, Margot Cunego, avant même de lancer cette marque dont on parle, elle a jamais commencé par le personal branding pur et dur pour ensuite aller vers de la vente. Elle a toujours eu un produit à vendre. Yes. Moi, en tous les cas, je l'ai toujours connue en ayant un produit à vendre. Moi, je vais te parler des mastodontes du personal branding, et tu en as cité une, c'est les YouTubeurs. Les YouTubeurs sont des mastodontes du personal branding. C'est-à-dire que quand ils ont commencé à parler d'eux, ils n'avaient littéralement rien à vendre, si ce n'est leur personnalité. Et ils se sont exposés et ils ont commencé à créer un mouvement autour de leur personne. Donc, que ça soit Léna Situation, et tu l'as dit, Léna Situation avec l'hôtel Mafouf, la marque, etc. Tu as pas longtemps Squeezie, je t'aime aussi, je sais que tu es en couple, mais je veux bien partager, qui a lancé Ciao Kombucha. Le mec, il avait rien à voir avec la sauce à la base, on ne l'avait jamais vu boire un kombucha. Qui a aussi après lancé GP Explorer, etc. C'est des personnes qui ont tout compris à la force du personal branding. Ils ont choisi quoi montrer d'eux. Ils ont choisi quels traits de leur personnalité montrer par rapport aux objectifs qu'ils avaient. Par exemple, Léna Situation, elle a toujours été très carrée sur le côté mode. C'est une nana qui évolue dans la mode. Ses parents, sa mère était déjà couturière. Elle a fait des études dans la mode. Elle a ouvert sa chaîne YouTube pour parler de mode. Donc après, c'était logique qu'elle rentre dans ces milieux-là si ça prenait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à la base, elle n'avait rien à vendre. Alors imagine si Léna Situation, elle avait dit, ah bah non, moi je veux pas faire de chaîne YouTube, j'ai rien à vendre. Moi je pense que, alors les gens après disent, oui, mais attention, moi je veux pas être influenceur. Alors je sais pas, c'est compliqué en fait. C'est-à-dire que on te demande pas d'être influenceur. Léna Situation, c'est une réussite. C'est un Fulgurante. voilà, Mm. c'est un sur, je sais pas combien, 10 000, je sais même pas. Je sais même pas combien il y a de, il y a de graines de youtubeuses en France. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on vous demande pas d'être youtubeur, mais on vous demande de vous inspirer ou d'être influenceur, mais on vous demande de vous inspirer de ça. C'est-à-dire que si tu n'as pas de produit là maintenant tout de suite, bah, commence déjà à créer du contenu sur ta zone de génie, commence déjà à être reconnue comme une experte dans ta zone de génie. Il y a des nanas, par exemple, elles sont en train de finir leurs études en psycho, et ben en même temps, elles créent du contenu, et donc pour le moment, elles ne vendent rien, mais elles créent du contenu sur la psychologie. Donc, elles sont commencées à être suivies pour cette expertise. Et quand elles seront diplômées, d'ici 1 an ou 2 ans, elles pourront ouvrir le calendrier, l'agenda, et là, bim, il y aura plein de demandes et peut-être de la liste d'attente. Donc, en Elles fait, auront déjà une communauté. Ouais. exactement. Donc, la Mm. communauté les suivra. C'est ça qu'il faut voir. Après, effectivement, si tu nous fais du contenu que sur le Thermomix et que dans 6 mois, tu nous dis que ta première offre, c'est sur le copywriting, bon, bah, excuse-moi, mais toute l'audience que tu as fédérée là autour du Thermomix, t'es pas dans la merde parce que tu vas peut-être en convertir 5%, et je suis gentille. Donc, il faut quand même être stratégique, mais ça ne vous empêche pas. Et en plus, si on attend que ça soit parfait, si on attend que l'offre elle soit parfaite, si on attend que Ouais, le c'est produit clair. n'allait, on fait jamais rien. Donc, dire je ne sais pas encore exactement ce que je vais vendre, je ne peux pas parler de moi, c'est du bullshit.
Et moi, mes clientes, quand elles me disent ça, je fais, vas-y, j'écoute pas intéressé, pays. Donc, Bah, c'est clair. Moi, négative, quand j'accompagne mes clientes, je leur dis toujours, on ne sait pas ce que tu vas vendre encore, mais vas-y, commence à parler de ce que tu sais faire, de ce qui te passionne, commence à publier parce que, alors, avant de lancer l'enregistrement du podcast, on parlait du choc des générations, toutes les deux. Donc, tu as 30 ans, moi j'en ai 15 de plus. Et en fait, moi, je suis pas née dans une génération où on a l'habitude de créer du contenu et de partager sa vie quasiment en direct, en story, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est pas du tout naturel pour moi, pour les gens de ma génération. Donc, c'est vraiment compliqué, tu vois, d'appuyer sur poster. On a l'impression qu'on joue notre vie quand on appuie sur poster. À l'inverse, les trentenaires ou les gens encore plus jeunes qui ont grandi avec les réseaux, Insta et tout ça, c'est beaucoup plus naturel pour vous. Et vous avez pas du tout, tu sais, je suis en train de dire il y a vous et il y a nous, tu sais, non, c'est mais pas... en fait. Mais et tu racontais l'histoire d'un pote à toi qui disait qu'il était pas créateur de contenu alors qu'il envoie des stories privées toute la journée sur Snap. Mais en fait, voilà, c'est vraiment des habitudes qui sont différentes. Et justement, les gens qui m'écoutent, et si vous êtes nés après les années 80, avant les années 90, c'est vraiment un truc qu'il faut prendre en compte, c'est publier tout de suite, quoi, dès que vous pouvez, dès que vous avez des choses à raconter, en fait. Ouais, alors, t'as deux écoles. T'as moi qui publie tout de suite de manière très spontanée, mais tu m'as dit que tu m'en parleras après. Mais résultat, ça me met aussi dans des positions où je me rends très vulnérable. Il n'y a pas longtemps, là, hier, j'ai vu une story, là, un réel, j'ai soufflé. Les gens disaient, oui, tout le monde dit que la spontanéité, c'est une qualité, en fait, c'est un défaut. Mais est-ce qu'on peut juste dire que la spontanéité, c'est un trait de caractère et qu'il n'y a ni besoin de le mettre du côté des défauts, ni de le mettre du côté des qualités et juste accepter qu'il y a des gens qui sont comme ça? Donc, tu as raison, il y a ce truc de quand je suis en train de vivre l'expérience, est-ce que je peux la filmer tout de suite? Est-ce que je dois la filmer tout de suite? Ça dépend. Ça dépend. Est-ce que tu es en colère? Est-ce que tu es en joie? Est-ce que tu es à l'aise avec le fait que, par exemple, si tu as une réaction à chaud sur quelque chose qui te met en colère, est-ce que tu es à l'aise avec le fait d'être vue comme la nana qui est en colère à ce moment-là? Moi, j'en ai rien à foutre qu'on me voit pleurer ou qu'on me voit être en colère. Mais il y a des gens qui peuvent être très mal à l'aise. Donc, ça va dépendre des réactions que tu veux avoir, ça va dépendre de quoi tu veux parler. Par contre, effectivement, je pense que tout ce qui est un post peut devenir une story ou doit être ou peut a un potentiel story. Ce que je veux dire, c'est que moi, ce que j'apprends à mes clientes, par exemple, forcément, mon travail, c'est le personal branding et le storytelling. Donc, mon but, c'est quand même que tu puisses te raconter au mieux, au plus près de la réalité, tout en respectant tes limites. Et donc, ce que je leur apprends, c'est de leur dire, OK, toi, ton travail, imaginons, c'est designer. Vas-y, dis-moi la dernière fois où, en sortant, quand tu es à la Carrefour ou que tu as fait tes courses, tu as vu ou un truc trop cool en design ou un truc trop éclaté en design. Tu vois, imaginons. Et là, elle me raconte, ah bah ouais, la dernière fois, j'ai vu ça, ce design, il n'était pas très, très... OK, et bah ça peut être une story. Ça veut dire que le recyclage de contenu, c'est ça à la base. C'est, voilà, ça, je peux en faire un post, mais je peux aussi en faire une story. Moi, la dernière fois, je suis partie faire du Pilates. Bon, alors j'ai procrastiné à mort ça, parce que je dois faire la story plus longtemps, mais je suis partie faire du Pilates, et effectivement, la séance est genre à 40 balles, donc c'est ultra cher, même pour les personnes qui gagnent bien leur vie, c'est lunaire. Et par contre, ce que je disais à mon audience en story, je leur disais, par contre, et donc ça, c'est dit à mon business, je ne suis pas customer care manager, mais forcément, ça fait partie de mon travail, faut savoir composer avec les gens. Et là, je leur disais, écoutez, les filles, moi, je trouve que c'est une super métaphore parce qu'en plus, pour le storytelling ou le personal branding, les images sont excellentes parce que quand j'ai image, je parle de métaphore parce que ça, les gens retiennent. Je leur dis, c'est une super métaphore des produits premium. Vous ne pouvez pas vendre des produits premium à, je ne sais pas, plus de 1 000 € avec un service client qui est éclaté. Et là, je leur dis, moi, là, je suis en train de faire du Pilates. Est-ce que vous avez envie de voir tout ce que les personnes ont mis en place qui font qu'effectivement, tu as payé ta place 40 balles, mais l'expérience derrière, bon, tu as la serviette pour les cheveux, tu as la serviette pour le visage, tu as la serviette pour le corps, tu as de la crème de qualité pour le corps, tu as le gel douche, le shampoing, le démêlant, tu as toute la gamme, la rosée, en crème, etc. pour le visage, et tu as même le shampoing sec et le déodorant. Tout ça, c'est fourni dedans. Enfin, c'est ridicule, mais tu arrives, tu as l'impression vraiment de presque avoir ton petit boudoir. D'accord? Et donc là, je leur dis ça. Et ça, c'était une story. Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire des stories en mode je suis en train de boire mon café.
D'accord? Vous pouvez faire juste des petites stories, réaction, un truc qui est lié à votre travail que vous venez de voir. Vous pouvez faire des petites stories pour emmener les personnes dans votre coaching. La dernière fois, j'ai vu une nana, elle se filme pendant qu'elle coach et elle cut les moments où elle est super pertinente. Parce qu'en 1 heure de coaching, il y a des moments où tu es ultra pertinente. Bon, il y a des moments où franchement, tu n'es pas trop pertinente, mais tu peux être très, très pertinente et donc tu peux cutter à ce moment-là, tu vois, et en faire une petite story. C'est vrai que c'est pas évident, d'accord? Donc, il faut se forcer. Mais moi, il y a des jours où tu fais pas de story. Hein. Si hier, t'as vu, j'ai fait mes 2 stories là sur la Palestine le soir, mais c'est parce que j'avais reçu mes t-shirts. Alors que la journée, Tartine, il s'est fait attaquer. Bon, j'avais encore plein de choses à raconter. J'ai coaché le matin pour le Remember. J'ai fait des choses, mais j'avais pas envie. Donc, en fait, t'es pas obligé. Un truc où tu as raison, où il y a beaucoup la génération, le clash des générations, c'est un truc tout bête, mais moi, j'ai beaucoup de mal à vloguer, alors que je fais des trucs de fou. Tu vois, les jeunes, ils vloguent. Ils sont au restaurant, ils passent un super moment, ils te sortent la caméra. Moi, je suis en mode, mais attends, excuse-moi, on est en train de dîner là. Ils sont à la piscine, ils vloguent. Moi, je me dis, putain, si je pouvais vloguer ma vie, mais je te ferais des vlogs full malade. Mais je n'y pense pas. J'essaye de m'améliorer. Comme tu as l'impression que les jeunes, elles sont tout le temps maquillées pour faire des réels. Alors moi, je sais pas, moi, parfois, j'ai envie de dire des trucs super pertinents, mais je vois ma gueule, je me dis, ah non, c'est pas possible. Donc, je pense qu'il faut trouver un équilibre. Moi, tu sais, chaque fois que je sors mon téléphone dans ma vie pour faire une photo ou quoi, je me fais buter par mon mec. Il me dit toujours, non, mais vas-y, profite du moment là. Quand je lui demande de me prendre en photo, c'est parce qu'on est dans un cadre sympa et tout, je lui dis, vas-y, prends-moi en photo pour mes stories. Il me prend en photo mes pieds, tu vois, ou juste mes niches. Enfin. Et du coup, je me dis, purée, mais en fait, il est chiant, quoi. Mais parce qu'il comprend, en fait, lui, il comprend pas, il en a complètement rien à foutre du storytelling, du personal branding et tout. C'est un quarantenaire à cravate. Et ça m'agace en fait, parce que je me dis que le contenu que je pourrais créer. Alors, ben non, je compte sur mes filles. Je me dis que mes filles, elles ont du mal à cadrer, mais elles, au moins, elles savent que c'est important. Mais c'est parce qu'elles sont jeunes, parce qu'à 20 ans, tes filles, ce seront des mastodontes de la photo. Attends, j'ai appris qu'il y a une manière de filmer pour pas avoir l'air vieille. Parce que j'ai une pote à moi qui a filmé comme ça. Donne-moi. Alors, en fait, il y a une pote à moi qui a filmé avec la caméra derrière. Et donc, elle filme un truc, bref, qu'il y a sur un mur. Et elle dit, putain, j'ai filmé comme une boumeuse. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a même des manières pour filmer. Donc là, les jeunes, comment elles filment? C'est qu'elles filment avec la caméra arrière, mais comme ça. Donc, c'est elle-même qu'elle filme. Et ça donne un effet genre festival. Non, mais moi, je te dis, on a plein de choses à apprendre. Ah oui, elles sont graves. Que la meilleure des choses à faire, c'est d'être bonne où on est bonne. Ce que je veux dire par là, la phrase... Ça fait réfléchir. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas forcer. Si c'est trop compliqué pour toi de faire des stories, n'en fais pas. En vrai, ça se saurait si la story, ça te fait vendre des milliers, des cents. Fais que des posts. Si c'est trop compliqué pour toi d'être sur Instagram, où est-ce que tu es le mieux? Sur LinkedIn. Après, effectivement, il faut être stratégique. Si tu me dis, je m'adresse à la génération Z et que je leur vends, par exemple, je suis en B2B, B2C, pardon, et je vends des coques de téléphone à la génération Z, je vais te dire, ouais, bon, ma belle, va falloir que tu te forces à aller sur Instagram et sur TikTok. Donc, il faut quand même être stratégique, mais il ne faut pas non plus faire du mal, tu vois. J'adore que tu dises ça parce que moi, c'est aussi ce que je dis à mes clientes. Moi, pareil, à un moment donné, tu vois, je me mettais trop la pression sur Instagram. En fait, je me suis dit, bon, laisse tomber ce réseau, c'est pas grave. Et du coup, j'ai focalisé mes efforts sur LinkedIn. Et en fait, j'ai appris à publier sur LinkedIn, à rendre le truc plus facile, en fait, parce que ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est difficile quand même de poster sur les réseaux, quel que soit notre âge, quelle que soit notre génération, nos difficultés. Mais l'idée, en fait, c'est de commencer parce que tous les jours, on deviendra meilleur et tous les jours, on va aussi prendre de l'assurance. Moi, j'imagine, je te connais pas depuis 20 ans, mais j'imagine très bien que le fait d'assumer qui tu es comme ça à 200% sur les réseaux, c'est pas un truc que tu as réussi à faire tout de suite. C'est quelque chose, peut-être, ça t'a demandé, en fait, je sais pas, je te pose la question, mais ça t'a demandé des efforts ou à un moment donné, tu sais, quand tu sais, c'est comment ils appellent ça, le syndrome d'Overton, là, où ils ouvrent la fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton, où en fait, plus ils disent des dingueries, là, tous ces politiciens, plus on a l'impression que ça passe.
Ouais. Ouais, et du coup, plus c'est gros, plus ça. Et nous, on peut auto-ouvrir notre propre fenêtre d'Overton en se disant, bah tiens, j'ai réussi à faire une story face cam. Bah, peut-être que maintenant, je vais faire une story où je vais parler face cam. Peut-être qu'après, je vais faire une story où je vais pas prévoir. Je vais le faire comme ça dans la rue de manière instantanée. Et qu'en fait, petit à petit, on va ouvrir notre fenêtre, je vais appeler ça comme ça, Mm. et on va réussir à se montrer et avoir un vrai personal branding puissant. Est-ce que c'est ça qui t'est arrivé à toi ou pas du tout? Ouais, je m'en rappelle pas. Euh, je crois que dans le cadre du business, ça m'est arrivé. Après, j'ai l'impression que déjà, même à l'époque, quand j'étais plus jeune sur Facebook, je créais du contenu. Parce que j'ai des souvenirs de personnes qui m'avaient insulté, etc. En fait, je crois aussi que ce qui m'est arrivé, c'est que très rapidement, j'ai été harcelée, que ça soit sur Internet ou dans la vraie vie. Et donc, très rapidement, ça m'a un petit peu vaccinée de la peur du regard des autres. Alors, je suis comme tout le monde, hein. J'aime bien qu'on m'aime, j'aime bien qu'on m'apprécie. Quand on m'aime pas, je comprends pas. Moi, je trouve que je suis gentille, etc. Mais moi, en fait, bah, là, ça se voit pas, vous m'entendez, mais je suis grande de taille, je suis imposante. Enfin, il y a plein de choses qui font que. Et résultat, je me fais souvent remarquer de par ma personnalité, de par ce que je suis. C'est vrai que même quand je marchais plus jeune avec des potes, ils me disaient, mais putain, j'ai jamais été avec quelqu'un qui se fait autant regarder, mais pas forcément de manière positive, hein. Euh, voilà, je fais presque 1,80 m. Et puis, on va dire que j'aime être sexy. Enfin, voilà. Et ça veut dire très rapidement, je me suis fait insulter dans la rue. Très rapidement, je me suis fait cracher dessus. Ça m'est arrivé, hein, de me faire cracher dessus en marchant dans la rue. On m'a déjà demandé dans les transports, excusez-moi, vous êtes un homme ou une femme? Devant tout le monde pour Oh là m'humilier. là. Ah ouais, Oh là. devant tout le monde pour m'humilier, etc. Donc en fait, ce truc un peu de la violence des gens, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Il faut se rendre compte que la plupart du temps, les gens, s'ils ne s'assument pas, alors il y a plusieurs choses. Ça peut être, mais c'est quand même beaucoup la peur de ne pas être aimé, la peur d'être harcelé, la peur d'avoir un backlash. Moi, j'ai plus peur que les personnes que j'apprécie, par exemple des entrepreneurs de gauche, etc., me chopent la veste que des gens de droite enfin, qui travailleraient jamais avec moi, tu vois. Euh, Est-ce que c'est venu du jour au lendemain? Alors, dans la vie de tous les jours, non. J'ai toujours été comme ça. Ma mère, elle en rigole beaucoup parce qu'en fait, elle me dit, en primaire, tu étais très introvertie. Je suis partie voir un pédopsychiatre très jeune parce que je parlais pas, etc. Et après, je sais pas, ça s'est libéré. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà, il faut se rendre compte, même si j'aime pas mettre des mots, que je suis. Tout à l'heure, j'ai dit, je suis inadaptée, mais je suis neuroatypique. Euh, Ça m'emmerde de mettre des mots sur des trucs comme ça, parce que voilà, mais il faut quand même se rendre compte que j'ai un trouble borderline à la base quand j'étais gamine. Enfin, il s'est calmé parce qu'en vieillissant, quand c'est pris en charge, ça se calme. Mais j'ai quand même une personnalité qui est très up et qui est très down. Donc, en fait, il y a des choses que j'ai du mal à cacher. En vieillissant, ça s'est calmé, mais dans ma personnalité, j'ai toujours été très extravertie. En fait, je suis extravertie. Voilà. Mais ça dépend parce qu'il y a des personnes qui vont me dire, mais non, Jasmine, t'es introvertie parce que je me ressource toute seule, contrairement aux extravertis. C'est quand je suis seule que je prends de l'énergie. Est-ce que dans le travail, c'est ce qui s'est passé? Oui. En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans le travail? Parce que j'essaie de me rappeler de mes débuts. Parce que j'ai une mémoire très, 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 très mauvaise. Mais en fait, quand j'ai commencé, j'ai essayé je me rappelle, j'avais une identité visuelle très marronnée, très calme. D'ailleurs, c'est La pour ça que beige moi, girl. j'étais la beige girl. C'est pour ça aussi que bah, je me suis toujours fait accompagner par moi, j'adore payer les gens, faut savoir. J'adore, c'est ce que j'aime le plus. Alors, j'adore gagner de l'argent, mais j'adore aussi le redistribuer. Et ça veut dire que c'est pour ça que j'ai toujours payé des personnes pour me faire mon identité visuelle. Et ce que j'aimais bien, bah, quand j'ai fait ma première identité visuelle, c'est que j'ai dit, bah, moi, j'aime ça. Voici mes valeurs. Et la personne a réussi à le retranscrire en couleur. Parce que si c'était que moi, bah, moi, j'aurais peut-être resté au marron, noir, voilà, parce que c'était rassurant. Et en fait, je me suis rendu compte que, ça me demandait une énergie de fou malade. Parce que ça demande une énergie de fou malade de performer ce qu'on n'est pas. On va pas se mentir. Et deux, ça me bloquait dans quelque chose qui n'était pas moi. Et je pense qu'effectivement, est-ce que c'est une fenêtre d'Overton? En fait, je pense que j'ai rapidement commencé. Je me rappelle que le premier post qui buzz sur LinkedIn, c'est moi qui suis plus revenue sur LinkedIn depuis un moment et qui revient après le Covid, ou je sais plus, quand je commence mon activité.
et qui dit putain, en fait, je suis pas revenue ici depuis un moment, mais c'est toujours la même chose, que des mecs blancs en Stan Smith. Mais parce que pour moi, ça me paraît logique. J'ai pas l'impression d'avoir inventé l'eau chaude. Enfin, tu vois, j'ai pas l'impression d'avoir dit une dinguerie. Et effectivement, je vois la réception, et peut-être que quand je vois la réception, je vois qu'il se passe rien, et je vais plus loin et que ça s'arrête pas. Mais faut se rendre compte qu'effectivement, ça prend du temps, mais il faut aussi se rendre compte qu'on a des prédispositions à se montrer ou pas, je pense. Ouais. Tu vois, moi, ok, je n'ai pas directement commencé à tenir les propos que j'ai maintenant, mais je suis comme ça dans ma vraie vie. Après, tout à l'heure, tu m'as dit un truc, c'est aussi un privilège. Si j'étais pas, j'allais dire si j'étais pas Jasmine Twitou, mais ça fait très peu humble de dire ça. En tous les cas, si je savais, en fait, moi, je fais ce que je fais depuis 5 ans et j'ai un taux de conversion très bon, mais surtout un taux de rétention très, très bon. J'ai des clientes qui me recommandent, j'ai des clientes qui reviennent travailler avec moi dès qu'elles ont un nouveau projet. Et donc, j'ai quand même une sécurité. De par ma visibilité, j'ai une sécurité, j'ai pas peur d'être dans la merde. Et en fait, depuis que je suis entrepreneur, j'ai appris à surfer avec les galères. Et donc, ça veut dire que c'est un privilège de pouvoir tenir les propos que je tiens. C'est un privilège de pouvoir exister comme j'existe. Et donc, moi, je ne suis pas la coach qui va dire à des nanas qui n'ont jamais eu de premier client, qui ont du mal à faire 1 000 € par mois, « Ah non, mais tu devrais faire un post là sur la grève du 10 septembre, tu aurais dû, voilà, c'est tes valeurs, etc. » Il faut savoir aussi parfois parler du point de vue situé, et ça, c'est ce qu'on dit en sociaux. Moi, mon point de vue situé aujourd'hui, c'est que je suis plutôt bien implantée dans le monde du storytelling, du personal branding et du copywriting. J'ai beaucoup de demandes de conférences, de podcasts, etc. Donc, je sais que j'ai des demandes parce que j'ai dit ce que j'ai dit. Donc, je me sens plutôt en sécurité dans mes valeurs et en plus, pour moi, je suis du bon côté de l'histoire, donc c'est encore plus facile. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément évident de le faire tout de suite et c'est pas grave. Ouais, c'est clair. Moi, quand je t'ai découvert il y a quelques années, je pense, et en fait, je voyais bien tes posts, etc. Moi, personnellement, j'ai choisi de pas du tout communiquer sur mes opinions politiques, etc. sur les réseaux, parce que déjà dans la vraie vie, j'en ai pas forcément. Enfin, si j'en ai, mais pas. Je suis pas engagée politiquement, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai choisi de pas prendre parti et de pas dire mon avis, par exemple, sur les grèves du 10 septembre. Toi, je te voyais faire sur les réseaux, etc. Et puis, un jour, j'aimais bien cette puissance que tu montrais. J'aimais beaucoup le fait que tu t'assumes alors pleinement. Je peux pas dire si c'était pleinement ou pas parce que on voit ce qu'on voit sur les réseaux, ça veut pas dire que voilà c'est la vérité parce que là aussi c'est ta marque personnelle. Tu montres exactement ce que tu as envie de montrer. Donc je peux pas dire que je te connais parce que je te vois tous les jours dans mes stories. Ça c'est pas du tout la vérité quoi. Donc voilà, même si tu partages beaucoup. Et après, j'ai été invitée par Justine, la nana de Shopify, sur une masterclass. Et là, je t'ai découvert à l'œuvre, au travail. Et là, j'ai pris une espèce de clacasse parce que je t'ai trouvée brillante dans ce que tu disais, dans tes propos. Et là où j'étais étonnée, alors, je vais le dire, je suis pas ça à faire. C'est que tu es comme tu es sur les réseaux, avec tes idées et tout. Et par contre, tu as ce côté... merde, comment on peut dire où, en fait, tu vas pas cacher... Voilà, en fait, tu dis aux gens la vérité... Ah putain, ça y est, j'ai perdu le mot que je voulais. Vas-y, t'inquiète. C'est quoi que tu voulais dire? C'est quoi la définition? En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que toi, tu assumes tes engagements, que tu publies beaucoup, etc., que tu dis aux gens qu'il faut faire ça. Tu sais, les gens, ils ont une recette secrète, une secret sauce, et après, ils vont te la vendre à 10 000 € en te disant, il faut que tu appliques exactement ce que moi, je fais parce que ça a marché et tout. Sauf que toi, non, en fait, ça fait longtemps que tu fais ça et je t'ai trouvée brillante justement dans cet exercice-là parce que justement, tu disais pas aux gens, montre ton chien dans les stories parce que c'est ça qui va marcher. Et c'est là que j'ai trouvé ça hyper intelligent.
Parce que le personal branding, le storytelling, il nous appartient, il est unique. Et on ne l'a pas dit depuis le début, mais c'est ce qui fait que tu es unique en fait et que tu as un vrai truc à raconter et qui fait que tu es ce que tu es. Donc l'idée dans cet épisode, c'est pas de dire qu'il faut montrer ses opinions politiques sur Instagram, au contraire, mais c'est juste de trouver surtout les sujets sur lesquels on va avoir de l'autorité, où on va pouvoir devenir, tu as dit tout à l'heure, je suis Jasmine Tuitou, et en fait c'est exactement ça, c'est que toi tu peux te permettre ça parce que tu es ce que tu incarnes. Puisque... Et c'est là la force du personal branding. Tu as raison, et puis tu as relevé plusieurs choses. Tu as relevé plusieurs choses qui sont très intéressantes. C'est que moi, je fais très peu de posts techniques. Je communique très peu sur ce que je sais faire. Donc, les gens se rendent compte de ce que je fais quand on les a invités, parce que, par exemple, elle m'avait booké, hein, elle avait payé, Justine. Donc, voilà, c'était une vraie prestation avec organisation, etc. C'était pas... Et c'est souvent comme ça aussi que je convertis. Les gens comprennent pas trop. Alors, en plus, en tant que communicante et marketeuse, je devrais m'inquiéter de ça, mais parfois les gens ne comprennent pas trop ce que je fais. Parce que je communique très peu. Enfin, je communique sur ce que je fais, mais je montre très peu comment on le fait. Parce que ça m'emmerde. Pas parce que je suis... Alors moi, je suis partisane que contenu gratuit, contenu payant, tu peux tout mettre dans ton contenu gratuit. Si les gens veulent travailler avec toi, ils travailleront avec toi. Donc, c'est même pas par peur que les gens n'achètent pas chez moi, c'est juste que ça m'emmerde de créer du contenu super technique tout le temps. Voilà. Donc, je ne m'en fais pas. Donc, c'est intéressant ce que tu as dit, c'est que la plupart des gens que je close ou qui travaillent avec moi un jour travaillent avec moi parce qu'ils ont été confrontés à un moment à autre chose qu'à mon contenu. En tous les cas, ils ont ils ont entendu des podcasts sur moi, ou ils ont vu des masterclass, ou j'ai été invitée parce que j'interviens beaucoup dans d'autres coachings, par exemple celui de Laurine Bemer, celui de Clémentine Edon. Dans les bundles aussi. Moi, j'ai des trucs de toi dans des bundles. Dans des bundles, et puis aussi j'ai travaillé avec Nina Ramen, donc et puis après les gens parlent. Voilà, j'ai été aussi coach pour Nina. Donc en fait, les gens savent qui je suis. Et ça, c'est moi, c'est mon personal brand, parce que si je voulais, je pourrais totalement rajouter aussi des posts très techniques, et je suis sûre que je convertirais 2 fois plus vite. Mais là, j'ai pas envie. Voilà. Donc, tu vois, dans la vie, on va pas se forcer, on en parlait tout à l'heure. Tu l'as dit, il y a ça, il y a le truc que les gens comprennent ce que je fais quand on me voit à l'œuvre. Et tu l'as dit aussi, c'est pas parce qu'on sait faire qu'on peut apprendre aux autres. Tu l'as pas dit comme ça, mais bon, tu l'as dit en parlant de la secret sauce. C'est qu'en fait, la pédagogie, c'est un métier. Et la pédagogie, c'est l'idée de prendre en considération la différence, d'accord? Et aussi de savoir transmettre. Attention, c'est pas parce que votre coach, et moi je suis la première à l'avoir vécu, c'est pas parce que la personne a réussi à faire des millions qu'elle va vous apprendre à faire des millions. La seule chose qu'elle peut vous apprendre, c'est réussir à faire de la meilleure manière pour vous. Donc, la meilleure manière pour communiquer, la meilleure manière pour avoir un produit qui est viable. Moi, je travaille beaucoup avec des personnes aussi qui ont parfois des produits physiques. Je n'en ai pas. Donc, je ne vais pas pouvoir leur apprendre, moi, comment je fais, parce que moi, je ne le fais pas. Donc, c'est vraiment se mettre en position d'expert. Et là, je vais être un petit peu hautaine. Mais c'est vrai que moi, qui ai fait des études en recherche et qui ai fait des longues études, voilà, je suis désolée, je le dis, c'était difficile pour moi, donc je le dis. Quand je suis arrivée dans le monde du digital, j'ai pris peur. Moi, il y a des trucs que j'ai vus qui m'ont fait flipper. Je critique aucune consoeur, je critique personne là, tu vois, j'ai même pas un prénom en tête, mais j'ai eu l'impression d'être tombée dans le monde du bullshit. Il n'y a aucune recherche, il n'y a aucune théorie, il n'y a aucun cas pratique. C'est vraiment mindset. Mais mindset de quoi? Vu qu'en plus, tu n'es même pas psy, tu n'es même pas certifié, donc on ne sait pas trop ce que tu fais. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a beaucoup manqué, c'est ce qui m'a fait peur. C'est pour ça que moi, dans mes formations, j'essaye de toujours me tenir au courant, j'essaie de toujours arriver avec de la matière théorique, d'accord, de la matière pédagogique. C'est pas parce que toi, tu as su faire... En fait, je suis sûre, et d'ailleurs, elle ne l'a jamais vendu, je suis sûre qu'une Léna Situation ne pourrait pas t'apprendre à faire comme elle a fait. Parce que même elle, peut-être qu'elle ne sait même pas ce qu'elle a fait. Moi, je peux t'apprendre à parler de toi, à communiquer, à avoir un bon produit stratégique, etc. Mais est-ce que j'arriverai à t'apprendre à avoir 12 000 abonnés en 2 mois sur Insta ou sur LinkedIn?
Non, non, parce qu'il y a des... C'est pas vrai, en fait. Ce que je peux t'apprendre, c'est avoir le bon socle pour que le socle soit viable, pour que le socle se vende, d'accord? Il n'y aura jamais une surpromesse qui va plus loin que ça. Parce qu'après, tout le reste, c'est les bonnes rencontres, le bon moment, le bon algo, le bon hook au bon moment, à la bonne seconde. Ça joue à rien. Donc, en fait, soyons sérieux sur ce qu'on peut apprendre aux autres. Revenons aux bases de l'accompagnement business, d'accord? Et pas de tout le truc perché, alignement, émancipation, n'importe quoi, alignement, Manifestation, loi de l'attraction, tout ça. Reprenons les bases. Qui est ton persona? Qu'est-ce que tu vends? Quel est le problème? Quelle est la solution? Où est-ce qu'il est? Sur quels réseaux sociaux? Combien tu peux lui vendre ça? Très bien. Tu as besoin de combien de chiffre d'affaires pour vivre? Ok, donc combien ton produit, donc tu dois le vendre à combien de personnes par mois? Très bien. Quelle est ta stratégie de vente? Est-ce qu'on est en evergreen? Est-ce qu'on est en lancement? Ok. Est-ce que ça marche? Test and learn, l'emailing. Ok. Est-ce qu'il est bien paramétré? Et après, tout le reste, la création de contenu. Ok. Est-ce qu'on est en tofu, en mofu, en bofu? Est-ce que là, on gagne de la visibilité? Là, on veut vendre. Qu'est-ce qu'on veut faire comme passage à l'action? Ça, c'est ce que je peux te promettre. Donc, d'avoir une entreprise et un business carré. Le reste, je ne vais pas t'apprendre à pouvoir parler de ton chien et à montrer. Je ne sais même pas si parler de tartine, c'est stratégique en vrai. Je m'en fous, je ne me pose pas la question. Donc, c'est mon choix. Tu vois, là, je marche avec un t-shirt. Derrière, il y a écrit, tu l'as vu sur ma story, derrière, il y a écrit si tu lis ça, c'est que ce n'est pas trop tard avec le drapeau de la Palestine. Mais ça, c'est moi. Est-ce que je vais te dire, ah, toi, t'es pro-Palestine, bah, même t-shirt, qu'est-ce que j'en sais qu'il n'y a pas quelqu'un qui va te tirer les cheveux là? D'ailleurs, moi, je marche, je me dis peut-être qu'il y a quelqu'un qui va me tirer les cheveux derrière moi. Bon, enfin, bref, c'est pas arrivé, mais ce que je veux dire, c'est que tu transmets des choses qui sont transmettables, pas des énergies, pas des ressentis, pas des personnalités. Je ne peux pas te donner ma personnalité et je ne peux pas te voler ta personnalité. Parce que franchement, moi, j'aurais bien volé un petit bout de Kelly Massol. Hein. Parce que voilà, j'aurais bien volé un petit bout de Kelly Massol, j'aurais bien volé un petit bout de la force de travail comment elle s'appelle, Lena Situation, j'aurais bien volé un petit bout de Margot Cunego que je trouve stratégique sur plein de points. Non, elles ont fait comme elles ont fait et ça a marché comme elles ont. Après, effectivement, il y a des trucs où tu sais que, par exemple, si tu vends du make money, ce que je ne vends pas, et donc le make money, c'est l'idée de dire je vais t'apprendre à faire 10 000 euros. Effectivement, tu sais que dans ta stratégie de contenu, ce que tu vas mettre, c'est plutôt toi dans des hôtels de luxe 5 étoiles. Ouais. Parce que c'est ce que tu vends aux autres. Donc voilà. Donc oui, il y a des trucs logiques, mais arrêtons de vendre des surpromesses et arrêtons de croire que parce que toi, tu as eu la bonne rencontre au bon moment et que c'est tombé sur le bon site de Instagram ou de LinkedIn et que ça t'a généré 1 000 euros, et ben, tu peux apprendre à quelqu'un à écrire un post et à générer 1 000 euros en un post. Ce n'est pas vrai. J'adore ce que tu dis. Désolée, je suis encore tunnel. Aucun problème. Moi, j'adore t'écouter et j'adore ce que tu dis là parce que tu disais tout à l'heure que tu fais pas de produits physiques, mais tu es experte dans ton métier parce que tu as appris à le faire. Tu as un savoir académique, un savoir-faire sérieux. Tu l'as dit aussi, ce mot sérieux. Moi, c'est ce que je prône aussi. Je crois qu'il y a des méthodes pour réussir à avoir des résultats. Les résultats, ils sont jamais garantis parce qu'à un moment donné, moi, par exemple, je suis en plein lancement actuellement et il y a le cabinet des curiosités qui sort. Voilà, c'est super. Je sais que je vais être noyée dans un flot de contenu énorme et qu'il va falloir que je sorte mon épingle du jeu. Et que pour ça, la seule chose qui va me sauver, c'est pas d'aller chercher le hack magique, c'est de bosser et de faire le boulot du mieux que je peux. Et les promesses du make money, moi, j'étais hyper mal à l'aise par rapport à ça parce que je suis mentor business et je suis dans ce milieu du make money, mais je peux pas supporter en fait de promettre aux gens qui vont gagner 10 000 euros, 100 000 euros. Pour moi, c'est pas possible parce qu'en fait, j'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal. La seule chose que j'ai, c'est 25 ans d'expérience, des études qui vont dans le bon sens. C'est que je sais comment ça fonctionne. Je l'ai fait, j'ai accompagné des entreprises internationales pour le faire. C'est pas parce que moi, je peux travailler avec des gens qui gagnent le million. C'est pas pour ça que je suis obligée de gagner le million pour y arriver et mes compétences, elles sont pas dénaturées par rapport à ça, même au contraire, parce que comme tu l'as dit, il y a des réussites fulgurantes en fait qui sont là et la secret sauce, c'est un peu de magie quoi, qui fait qu'à un moment donné, elles se sont retrouvées au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes et que ça a marché et que ça, tu peux pas l'apprendre en formation en fait.
Totalement d'accord avec toi, totalement d'accord avec toi. Et ça m'a fait rebondir à un truc, tu vois, sur un truc, il y a des gens, c'est des coachs sportifs, ils sont bons, bon, ils font un peu de sport, hein, ils savent bouger, etc. Et ils atteindront jamais le niveau des personnes qu'ils coachent. Parce que ils connaissent d'un point de vue scientifique comment le corps bouge, ils voient, ils ont le regard au bon endroit, ils savent que vas-y, fais-moi ce mouvement comme ça, ok, le squat comme ça, ok, là tu peux taper plus lourd. Et eux, ils n'arriveront jamais à taper moitié moins que ce que leurs athlètes font. Mais c'est pas grave parce qu'ils sont pas là pour être les athlètes, ils sont là pour apprendre à l'athlète à faire mieux. Et ça, je pense que c'est aussi important. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent être coachées. Et ça, je l'avais vu et j'étais un peu. Ouais, je suis un peu abasourdie. Il y a beaucoup de personnes qui veulent être coachées par des personnes qui l'ont fait avant. Alors, oui, attention, il y en a, c'est super pertinent. Par exemple, effectivement, moi, je comprends qu'on aime bien se faire accompagner par une Gamze, qui est une entrepreneuse qui a lancé, voilà, qui gagne bien sa vie et tout, et là, qui t'apprend à lancer ton entreprise. Soit, mais tu as des personnes qui ont été formées, qui ont fait les USA ou je ne sais rien, bref, qui sont jamais sortis de leur petit bureau de la défense. Et je suis désolée de le dire, bah, peut-être qu'ils peuvent t'aider aussi à lancer des entreprises de fous malades. Mais c'est juste qu'eux, ils n'ont jamais voulu avoir une entreprise. Mais derrière, ils ont les connaissances pour. Donc, je pense qu'effectivement, le terrain, c'est bien. Mais les compétences, c'est mieux. Parce que, mais les compétences, c'est, oui, je suis désolée, c'est mieux. J'allais dire c'est bien aussi, mais non, c'est un petit peu mieux quand même. Parce que je suis désolée, le terrain, c'est ta personnalité, ton énergie, tes rencontres, le bon moment, la magie, etc. Les compétences, c'est les compétences. Tu montes, tu descends, tu les prends aux USA, tu les mets sur quelqu'un de 50 ans, sur quelqu'un de 60 ans, sur quelqu'un de 20 ans. Les compétences, c'est les compétences. Quand tu sais faire de l'emailing, tu sais faire de l'emailing. C'est pas parce que l'autre, elle a réussi à faire un mail, c'est pas parce que toi, tu écris très bien pour toi que tu peux être copywriter. Voilà, c'est la pure vérité. Après, je comprends que ça puisse être séduisant et rassurant. Moi, à un moment, j'étais très énervée contre les personnes qui faisaient du make money. Parce que je me disais, putain, en fait, il faut surpromettre. Donc, j'étais aussi énervée contre les personnes qui achetaient. Hein. Mais je disais, putain, en fait, effectivement, moi, ma promesse à côté de te dire, je t'aide à mettre en place les bonnes stratégies pour être visible, pour convertir, pour te différencier, etc. et donc avoir une entreprise rentable et que tout, bah, je me disais, putain, bah ouais, ta promesse, à côté d'une promesse qui te dit je t'aide à gagner 10 000 euros grâce à ton contenu, bah, ta promesse, Jasmine, elle est éclatée. Mais je suis désolée, je vais pas commencer à vous inventer des trucs. En plus, les gens, ils disent je t'aide à mettre en place 10 000 euros, là, je sais pas trop quoi. Et après, ils te disent satisfait ou remboursé, mais quand tu regardes les manières de se faire rembourser, c'est impossible de se faire rembourser. Mais arrêtez d'être con. Enfin, je suis désolée, mais lisez entre les lignes. En plus, quand les surpromesses, ça rentre dans du marketing. C'est pas pour de vrai. C'est pas parce qu'on t'a dit je t'aide à gagner 10 000 euros que ça veut dire que si à la fin du mois, t'as pas gagné 10 000 euros, on va venir te les rendre. C'est pas dans le contrat. Lisez le contrat. Lisez les CGV au lieu de vous arrêter de la surpromesse parce qu'on peut tout mettre dans la surpromesse. Ah, Voilà. j'adore. Et je crois que c'est sur ça qu'on va conclure parce que il y a un épisode qui va sortir avant ou après le tien. En fait, je l'ai enregistré comme ça. J'étais hyper en colère. C'était un samedi matin et ça m'a saoulé tous les DFA, enfin les trucs. Bon, vous écouterez l'épisode, mais en fait, ça me saoule le marché du make money et puis ce marché aussi de la médiocrité, en fait, parce que je trouve que c'est les gens qui achètent et j'ai acheté aussi. Donc, peut-être que je suis médiocre. Mais je trouve que c'est médiocre de croire que si on te promet 100 000 euros par mois, tu vas gagner 100 000 euros juste en appliquant une méthode magique. Je pense, Céline, que outre la médiocrité, parce que moi, j'ai jamais acheté, mais parce que moi, j'achète très peu de choses. Alors, j'achète beaucoup de choses, c'est-à-dire en prestation de service, mais en coaching, je suis un peu tatillonne. Donc, j'achète beaucoup de CM, visuel. Enfin, bref, j'aime beaucoup faire gagner de l'argent autour de moi. Mais en accompagnement et en coaching, sur ça, je suis un peu tatillonne. En plus, c'est la seule fois où j'ai acheté, voilà. Mais je pense que, outre le fait de la médiocrité, il y a un truc que je vais te dire, et je crois que c'est ça, c'est l'urgence aussi. Quand tu achètes un accompagnement qui te dit tu vas gagner 10 000, 15 000 et tout, c'est souvent que tu es dans l'urgence. C'est souvent que tu as envie que ça marche maintenant. C'est souvent que bientôt, bah, le chômage il s'arrête ou que bientôt, bah, là, ton mec il est en mode, ou ta meuf elle est en mode, bon, ça fait un an que tu essayes, mais plus, va peut-être falloir retourner au CDI. Parce qu'en vrai, quand tu gagnes bien ta vie, c'est pas dire. Et je viens d'avoir le génie là dans ma tête parce que je l'ai eu en même temps que je t'ai parlé. Quand tu gagnes bien, quand tu fais déjà 10 000 euros, que tes enfants ils mangent bien, j'allais parler arabe, que tes enfants ils mangent bien, que tout tourne bien à la maison, un accompagnement qui dit oui, je te dois gagner 10 000 euros,
Par contre, un accompagnement très carré qui dit, à partir du moment où je t'aide à mettre en place tes process, à gagner 3 heures sur ta semaine et à pouvoir bien communiquer au bon moment, etc., c'est ce que tu vas aller chercher. En fait, la surpromesse est très rassurante quand on surgalère. Et ça m'arrive à moi-même. Hein. Alors que la promesse très précise sur des choses très techniques, sur des choses très rassurantes, va arriver dans un second temps quand tu sais que tu vis déjà, que tu manges déjà à sa faim, que tes enfants mangent déjà à leur faim. Ah là là. Alors là, ça y est, moi aussi, j'ai des lumières qui s'éclairent, tu vois, dans ma... Non, mais oui, c'est vrai. Parce que quand tu peux investir, tu n'investis pas dans des trucs qui te font... Enfin, quand tu sens que tu as assez d'argent, tu vas investir sur des trucs très précis. Ok, bah là, j'avais envie de remettre en place tout ce qui va être ma stratégie de communication. Bah, je vais aller voir une communicante. Tu vas voir les make money quand tu as besoin de faire du make money, quand tu es très gourmand à ce moment-là. Yes. Tu es en train de remettre en cause toute ma communication. Là, juste par ces simples mots, ça remet beaucoup de choses en question. J'adore. Jasmine, je te remercie beaucoup de ta présence. Est-ce que tu peux nous dire comment on fait pour bosser avec toi? Eh bien, j'ai mon nouveau site internet qui va sortir et dessus, ça sera au clair. D'ailleurs, je remercie l'agence Keza Création que je recommande. J'ai pas du tout je ne prends aucune contrepartie, c'est pas de la part d'affaires, mais qui a fait un travail de fou malade sur mon identité visuelle et sur mon site internet. Et dessus, vous retrouverez tout. Mais dans l'idée, on peut faire des bootcamps avec moi qui durent 3 mois. On peut aussi faire 1 semaine de coaching intensif, donc il y a Mastermind. Et puis, vous avez une petite formation pour avancer toute seule avec un coaching de groupe tous les lundis pour apprendre à parler de vous et avoir une stratégie de communication. J'allais dire authentique, mais j'ai failli vomir. Je déteste ce mot. En tout cas, une stratégie de communication au plus près de ce que vous voulez. Mon site internet, c'est jasmine-tweetou.fr. S'il n'est pas encore sorti au moment où je vous parle, eh bien, on se retrouve ou sur LinkedIn, Jasmine Tweetou, ou sur Instagram, jasmine.tweetou. Waouh, rien de fou, hein. Ah oui, et puis j'ai un podcast. Mais j'ai beaucoup trop de choses, un podcast aussi, et une newsletter. Mais tout ça, ce sera sur mon site internet. Merci Céline pour l'invitation. Je mettrai le lien en épisode. Est-ce que tu veux dire quelque chose pour conclure, peut-être une idée générale ou c'est OK pour toi? Si je pouvais conclure sur quelque chose pour les personnes qui nous écoutent, c'est n'allez pas à l'encontre de votre nature pour satisfaire un algorithme ou pour satisfaire un coach ou quoi que ce soit. Moi, j'ai déjà eu des coachs qui m'ont dit ça serait bien qu'on voit moins un peu tes seins, ça serait bien que tu parles un peu plus de Oussama Hamar. Ne vous dénaturez pas. C'est la meilleure manière de pas du tout être attractive. Je suis pas dans les histoires d'énergie, mais ce qui est sûr, c'est que quand quelqu'un n'est pas lui-même, ça se ressent. Faites comme vous pouvez, comme vous voulez. Et si ça marche pas maintenant, bah, alors là, c'est très stratégique, mais changez une chose, regardez si ça marche mieux et faites ça jusqu'à ce que ça fonctionne. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Par contre, ne suivez pas toutes les modes, ne suivez pas même ne suivez pas moi, par exemple, parce que moi, je raconte des trucs. Ne faites pas la même chose. Soyez stratégique. Faites du test and learn. Changez une chose par une chose. Et au bout d'un moment, ça prendra. Il n'y a pas de raison que ça prenne pour les autres et pas pour vous. Merci Jasmine pour ces mots sans langue de bois que tu nous as offerts. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine et à très bientôt. Merci. Si cet épisode t'a inspiré, secoué ou donné une idée claire à activer, rappelle-toi juste d'une chose, tu as le pouvoir de tout transformer. Tu n'as pas besoin de permission pour viser grand, juste de décisions claires, d'un plan solide et de t'entourer des bonnes personnes. Si tu veux aller plus loin, mon programme de mentorat est là pour les plus déterminés. Tu trouveras le lien juste en dessous de l'épisode. Et si ce podcast te parle, pense à t'abonner, le partager et à laisser une note parce que c'est la meilleure façon de le faire rayonner. À très vite dans un nouvel épisode et d'ici là, continue d'assumer ton expansion.